Bonjour, Bonsoir, comment ça va? ça va bien et vous? Ça va très bien, je te remercie. Alors, malgré ce contretemps, on va Oui, commencer au plus vite pour ok. faire du coup cette séance. Donc, on Ouais, va continuer sur notre étude de l'art. oui, Alors, la notion d'art plutôt en philosophie. Déjà, nous avions déjà commencé à étudier ce thème. Déjà, on mhm, a d'abord un petit peu la définition de ce oui, qu'est l'art. Et l'art, c'est quelque chose d'assez équivoque. Du moins, est-ce que c'est une représentation de la vérité, une création ou une imitation du réel? Ça, on avait essayé de l'aborder déjà avec quelques textes et avec notamment quelques philosophes. Donc, mhm. est-ce que l'art, c'est une expression subjective ou une imitation du réel? Pour s'intéresser à ça, on avait vu déjà une première grande partie autour de la vérité Oui, donc on s'était un petit peu intéressé à la vision de Platon, à la vision d'Aristote, tout autour de la mimésis. Et on oui, a vu que l'art avait une place prédominante dans les réflexions philosophiques. Donc, aha, et que, en gros, certains philosophes y voient un moyen d'accéder à la vérité ou du moins à la représentation du réel. oui, J'ai notamment vu Platon avec sa théorie sur la mimésis qui trouvait que l'art était une imitation plutôt trompeuse de la réalité. oui, Donc Platon, dans la République, il propose une vision critique de l'art. L'artiste n'est qu'un imitateur qui ne fait que reproduire une apparence réelle, mais l'art resterait quand même une copie éloignée du monde des idées. Notre réalité est quelque chose de sensible et finalement l'art, ce n'est qu'une copie, une piètre copie, un simple simulacre qui nous détourne du savoir authentique et de ce qu'il appelle le monde antique. oui, Et du coup, il se méfiait pas mal de la puissance émotionnelle de l'art, notamment de la tragédie, donc du théâtre et du théâtre tragique, qui selon lui trouble la raison, stimule les passions de manière beaucoup trop excessive. aha. Donc pour lui, l'art était plutôt négatif et il valait mieux s'intéresser au monde sensible tel qu'il nous était présenté de façon tout à fait naturelle. Oui, Ensuite, on s'était intéressé à Aristote et à une autre théorie de la mimésis, du coup qu'il a théorisée dans la poétique. Donc contrairement à Platon, Aristote, du coup son disciple, il reconnaît une valeur éducative et thérapeutique à l'art. Est-ce que tu te souviens de ça? oui, 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 On avait notamment parlé de la catharsis, du coup, qui était présente dans les oui, tracts. c'est vrai. Voilà, et tu te souviens, c'était tout ce qui était autour de la purgation des passions. Donc, mettre en scène des conflits, des émotions humaines très, très intenses, extrêmement fortes, hyperbolées, dupliquées, etc. Et ça permettait aux spectateurs d'éprouver et de comprendre ces sentiments de manière beaucoup plus contrôlée. Oui, on l'avait vu avec le malade imaginaire. Voilà, par exemple, du coup, le malade imaginaire. Il y a Phèdre également qui est au programme de Oui, littérature français. Bon, toutes ces œuvres qui finalement nous montrent quelque chose d'assez intensifié pour qu'on relativise. Et ça s'appelle la purgation des passions, mais le mot le plus juste, ça serait du coup la catharsis. ok, Donc, pour Aristote, loin d'être un simple divertissement trompeur, l'art révèle des vérités universelles sur l'homme, ses émotions et le monde. Donc, pour Aristote, la mimésis, donc l'imitation, c'est pas quelque chose comme une simple reproduction, fidèle ou pas d'ailleurs, du réel, mais c'est une relecture intelligente. Donc oui, finalement, ça nous permet de nous instruire, d'en tirer une morale, etc. C'est pas juste représenter pour représenter, c'est représenter en lui apportant d'autres caractères, tels que l'amplification pour la tragédie, afin d'avoir une valeur plus pédagogique, éducative.
Donc voilà ces deux versions-là de la mimésis. Ensuite, on avait très brièvement vu Hegel. Donc pour Hegel, qui est un autre philosophe du coup du 19e siècle, donc bien après Platon et Aristote, l'art c'est une manifestation de l'esprit, donc de la raison. Bon, il va publier un très grand ouvrage dont on verra un extrait après, un ouvrage du coup qui s'intitule L'esthétique, enfin tout simplement esthétique sans le l'apostrophe, pardon, et il va affirmer que l'art c'est un mode d'expression de ce qu'il appelle l'esprit absolu. Donc, l'expression de l'esprit, c'est comme par exemple la religion, la philosophie, etc., l'écriture. C'est toutes les pensées qu'on a, en gros. Voilà, c'est la traduction des pensées. Ok, Et du coup, Hegel a dit que l'art faisait partie de ces modes de traduction de la pensée. En fait, d'accord. l'art, c'est un mode d'expression de notre esprit, au même titre que l'écriture ou la philosophie. Ok, Donc, il s'en fiche un petit peu de ce à quoi ça a l'air. Pour lui, c'est vraiment une traduction de nos pensées. Donc, c'est le pur fruit de notre esprit et donc de notre raison. Donc, c'est bien ok. plus qu'une imitation, c'est une manifestation sensible de nos pensées. Nos pensées, parfois, elles ressemblent pas vraiment au monde qui existe. Nos pensées, elles sont plus sensibles et c'est une vérité beaucoup plus profonde et notamment individuelle. Mhm. Donc, en gros, pour Hegel, l'histoire de l'art suit une évolution assez dialectique. Ok, Donc, à l'époque orientale, l'art pour Hegel était plutôt symbolique. Donc, l'idée est floue, l'œuvre artistique est obscure, voire mystérieuse. Ensuite, il va parler de l'art classique durant la Grèce antique. Donc, pour lui, c'est un équilibre parfait entre forme et contenu. Donc avec la beauté au service du coup de cette expression de l'esprit. Et l'art romantique, donc à l'époque moderne, l'époque d'Hegel, du coup, qui met l'accent sur l'intériorité, la spiritualité, donc rendre l'art un petit peu plus abstrait. Et dans l'esthétique, Hegel va étudier ces trois arts-là. L'art de l'époque comme orientale, l'art de la Grèce antique et l'art de l'époque moderne. Et à chaque fois, on est un peu plus centré sur l'esprit et la traduction des pensées. oui, Ensuite, on avait vu cette grosse partie-là sur imitation et création. oui. Donc là, on n'avait pas vu non plus tous les philosophes qui sont mis juste ici, mais je vais revenir un petit peu dessus. Alors, Platon et sa fameuse critique de l'imitation. Comme nous l'avons vu du coup juste avant, Platon, il condamne l'art comme une copie trompeuse de la réalité du sensible. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez Nietzsche? Alors, chez Nietzsche, tout simplement, l'art, c'est une force créatrice. Et dans La naissance de la tragédie, c'est le nom de l'œuvre, il va s'opposer radicalement à Platon, en affirmant que l'art, c'est une puissance de transformation qui permet à l'homme d'exprimer sa vivacité, vitalité. Mhm. Donc il va distinguer deux dimensions. C'est relié au dieu grec, du coup, apollinien, donc qui vient de Apollon. Donc c'est Ok, l'ordre, la beauté, la mesure, et dionysiaque, qui vient du dieu Dionysos, et du coup tout ce qui va être autour du chaos, de l'ivresse et de l'élan vital. ok. Voilà. Donc pour Nietzsche, la tragédie grecque, elle réussissait à combiner ces deux aspects. Donc à la fois la beauté, apollinien, et à la fois chaotique, Dionysos, Oui. dionysique. Bon, en tout cas, c'était une expression de toute la vitalité de l'homme et pour lui, seul l'art peut donner un sens à l'existence dans un monde où Dieu n'existerait plus, ou pas.
Oui. Voilà. Alors, ensuite, j'aimerais dire quelques mots sur Bergson avant de passer du coup à la partie 3, qui est notre nouvelle partie. Donc, Henri Bergson, il voit dans l'art une expérience assez intuitive, donc qui dépasse les catégories rigides de l'intellect. Autrement dit, la créativité. Dans son ouvrage Le Rire, du coup, il va expliquer que l'art a pour rôle de nous faire comme voir la réalité sous un angle nouveau, un angle beaucoup plus perceptible par l'esprit. Oui. En gros, l'art permettrait de nous libérer des automatismes de la perception et nous ouvrirait la porte vers une compréhension beaucoup plus profonde du monde. Autrement dit, pour Bergson, lorsque tu te promènes dehors, enfin, dans le monde, tu perçois tous les jours les choses de la même façon. Et ça deviendrait assez habituel, assez anodin en réalité. Tu t'intéresserais plus trop à ton environnement et tu ne te poserais plus trop de questions. Mhm. Tous les jours, tu vois le même arbre, la même rue, c'est toujours pareil. Oui. Et pour Bergson, et je suis assez d'accord avec lui, l'art permettrait en réalité d'avoir une autre perception de ce monde-là, en s'intéressant à des choses beaucoup plus profondes. Donc ça serait un Oui. autre mode de perception. Ok. L'art pourrait mettre l'accent sur des thématiques, sur des idées auxquelles on ne penserait plus en percevant notre environnement de manière tout à fait normale en se promenant dans la rue. Ok. Donc voilà un petit peu la vie de Bergson. D'accord. Est-ce que c'est compris cette histoire d'expérience intuitive par l'art? Ça va. Ça va? Ouais. Enfin, tout simplement, parfois en accentuant les formes, en accentuant les couleurs, on va mettre en évidence certaines choses qui ne seraient pas mises en évidence dehors dans la rue où tout n'est qu'habitude. Donc en gros, l'art, ça serait un moyen d'expression et de montrer des choses auxquelles on ne penserait plus. Par exemple, parfois, on pourrait rester des heures devant, je sais pas, les tournesols de Van Gogh, alors que ce ne sont que des tournesols. Et dans la vraie vie, ben, on ne penserait pas forcément à regarder pendant des heures les tournesols, quoi. Tout Mhm. simplement parce que l'art nous invite à nous poser des questions et à regarder les choses du quotidien sous un nouvel angle. Oui. Est-ce que c'est compris? Oui. Nickel. Alors, du coup, on passe à la thématique qui sera en gros le plus important aujourd'hui. Du coup, le fond et la forme. Autrement dit, quelle importance donner à l'apparence. Donc une œuvre, elle est toujours, on est d'accord, composée du fond, Oui. donc le contenu, quoi, et de la forme, sa structure, qu'est-ce qui est concrètement représenté et Oui. qu'est-ce qui s'en dégage, le fond et la forme. Oui. Un petit peu comme dans un texte littéraire. Bon, pour Hegel, la forme est au service de l'idée. Autrement dit, la beauté artistique, elle repose sur un équilibre entre le fond et la forme. Bon, une œuvre, elle est réussie lorsque son apparence sensible exprime profondément une idée. Finalement, quelle est l'idée qui se dégage? Quelle est la portée de l'œuvre lorsque je regarde cette peinture? Donc la beauté doit être non pas juste belle, mais doit être au service d'une réflexion beaucoup plus intense, du moins chez Hegel. Et du coup, il va vraiment se critiquer à l'art qui se limite simplement à la séduction, enfin à la beauté formelle, sans contenu vraiment profond. Donc si l'œuvre elle est jolie mais qu'elle n'invite pas à réfléchir, pour Hegel, on ne pourra la considérer comme de l'art. Donc il n'est pas dans la recherche d'esthétique, mais il est dans la recherche de l'esthétique au service des idées, au service de la réflexion et notamment de la vivacité de l'esprit, Oui. qui en soi est plutôt assez cohérent. Auquel cas, ce sera juste quelque chose de beau, quelque chose d'agréable à regarder, mais qui ne pourra être considéré
comme de l'art. Ok. Ça, c'est par rapport au texte qu'on va étudier après. On va voir un petit peu un texte d'Hegel, du coup un extrait de l'esthétique, et on va plus s'intéresser à cette question-là. Ok. Ensuite, Sartre, du coup, l'engagement de l'art. Donc, dans son ouvrage Qu'est-ce que la littérature? Sartre, il va défendre une vision assez engagée de l'art. Donc, lui, il estime que l'artiste doit prendre une position sur les enjeux politiques et sociaux. Donc, Mhm. une fois, c'est bien beau de faire un joli tableau. Maintenant, le tout, ça va être de montrer des enjeux. Que ce soit dans la littérature, dans la philosophie, la peinture ou toutes les autres formes d'art. Il faut absolument quelque chose en lien avec le contexte politique, social, etc. En tout cas, une œuvre doit faire réfléchir à ce qu'il se passe dans le monde. Elle doit être la mémoire d'une histoire. La mémoire d'une histoire et doit faire réfléchir les contemporains et les générations d'après. Elle ne peut pas se contenter juste à être jolie, à être à la recherche euh, de l'esthétique. Oui. Donc l'art, finalement, étudier l'art, regarder l'art, ressentir l'art, c'est pas juste une simple posture passive, c'est une posture active. Lorsqu'on regarde l'art, on doit réfléchir. C'est pas juste une simple contemplation, c'est un outil de transformation du réel pour réfléchir, trouver la vérité et tout simplement avoir des réponses. Oui. Ensuite, on va voir Deleuze. Donc pour lui, l'art, c'est une expérimentation. Donc il va s'opposer aux visions classiques, tout simplement en affirmant que l'art doit être une expérience qui bouscule les perceptions habituelles, un peu comme on a vu avant pour Bergson. Oui. Donc pour lui, l'art, c'est pas seulement un message ou une forme figée, c'est vraiment un processus créatif. L'artiste est un créateur qui voit le monde d'une certaine façon, qui perçoit le monde d'une certaine façon, mais qui va rechercher à le reproduire d'une toute autre façon dans un mouvement et un processus créatif. Donc pour Deleuze, on ne fait pas que représenter ce que l'on voit ou ce que l'on connaît du monde, mais il y a bien quelque chose de créatif derrière, quelque chose qui bouscule les perceptions habituelles, que ce soit pour l'artiste ou tout simplement pour les destinataires de l'œuvre. Oui. Est-ce que tu as des questions par rapport à du coup ce nouveau point, à savoir le fond et la forme? Pour moi, ça va. Ça va? Oui. Bon, on va voir ça avec un texte et si jamais tu as des questions, je Ok. reviendrai dessus. On va du coup voir un texte d'Hegel, un extrait de l'esthétique, où il va parler finalement des effets sensibles ressentis au contact d'une œuvre d'art. Bon, et il va montrer que ça ne vient pas forcément dans l'esthétisme ou quoi, mais plus dans la faculté de comprendre, d'éprouver. Ok. Donc lui, réduire l'art à l'impression, c'est rester sourd et rester aveugle. En réalité, l'art, c'est vraiment, du coup, comme on l'a évoqué juste avant, un moyen de transmission et un moyen de provoquer des émotions. Mais c'est en aucun cas juste une contemplation passive. Oui. Alors, je t'ai mis le texte juste ici. Est-ce que tu vois bien? Oui, c'est bon. Je vois. Ok, je te laisse, si jamais tu vois pas, je peux te le mettre en plus gros, mais je te laisse lire le texte, essayer D'accord. de me dégager comme d'habitude, on va essayer de faire une petite Oui. explication, le thème, la thèse, ainsi que les arguments. D'accord. Et ensuite, on reviendra dessus, donc je ferai une correction et j'apporterai des précisions quant aux différents arguments. Ok. Pas de souci.
Ok, Jade, est-ce que tu as pu... J'ai pas encore terminé. D'accord. Bon, ben, Je termine. on fera du coup la correction la semaine prochaine. Donc, on verra bien les arguments de manière très, très détaillée et on fera tout simplement une explication. D'accord, d'accord. Est-ce que déjà tu as trouvé la thèse et le thème? C'est déjà l'essentiel. Euh, Alors justement, je suis pas trop sûre. Mais je pense que c'est le fait que du coup, Hegel, je crois que ça se dit comme ça, Hegel, Oui. euh, lui, donc il soutient plus l'apparence de l'art, enfin le fait que l'art repose sur une apparence. Mhm. Euh, que l'art ne doit pas être aussi euh, en quelque sorte bah, la contradiction de la réalité. Enfin, mais justement, je suis pas trop sûre. Alors, ici, Hegel, il s'interroge sur la question notamment est-ce qu'on peut séparer le fond de la forme? Donc, est-ce Oui. que l'art n'est qu'une apparence? Et si c'est une apparence, est-ce que c'est une apparence illusoire ou est-ce que c'est une apparence qui éveille nos sens et qui, du coup, nous fait penser à plusieurs choses? Mhm. Le thème, c'est tout simplement l'apparence de l'art. Et la thèse, tout simplement, il va défendre que l'apparence dans l'art n'est qu'une illusion et qu'en réalité, il y a quelque chose de beaucoup spirituel à aller rechercher. Et la Oui. semaine prochaine, du coup, si tu n'as pas pu le faire, mais essaye bien de trouver les arguments, comme ça on pourra les développer ensemble. D'accord. Sur ce, Pas je de te souci. souhaite une très belle Bonne soirée. soirée. Merci. Au Au revoir. revoir.